Le gouvernement engage une offensive judiciaire sévère contre les dérives numériques. Le ministre de la Justice, Guillaume Gueffa, a instruit les procureurs de poursuivre systématiquement les auteurs de diffamation, de fausses informations et d'incitation à la haine sur la base de la loi sur le numérique déjà en vigueur. À Roubaïa, au Nord Kivu, un nouvel éboulement meurtrier frappe la mine de Kasasa, faisant plus de 200 morts, un mois seulement après un précédent drame, ayant coûté la vie à 2 fois plus de mineurs. La mine riche en coltan est actuellement dans une zone sous contrôle de la rébellion M23. Bahati Lukwebo dément toute implication dans un supposé rachat de la Bralima Bukavu et s'exprime sur l'actualité et les enjeux de l'ordre du pays ce mercredi. L'autorité morale de la FDC, une des forces politiques importantes du pays, rejette tacitement toute forme de révision constitutionnelle. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous ouvrons ce journal avec une nouvelle sombre. À Roubaïa, dans les territoires de Massissi, au Nord Kivu, un nouvel éboulement de terre a endeuillé la mine de Kasasa ce 3 mars 2026. Le bilan provisoire fait état de plus de 200 morts, principalement des creuseurs artisanaux et des commerçants. Les opérations de fouilles se poursuivent dans l'espoir de retrouver d'éventuels survivants et de dégager les corps ensevelis. Ce drame intervient à peine un mois après un précédent éboulement sur le même site qui avait coûté la vie cette fois-là à plus de 400 personnes. Cette zone minière riche en coltan, cassitérite, or et tourmaline demeure sous le contrôle des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda dans un contexte sécuritaire toujours préoccupant dans l'est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement entend restaurer l'autorité de la loi dans le cyberespace congolais, devenu le terrain d'expression de dérives érigées en normes. Le garde des Sceaux, Guillaume Gueffa, s'appuyant sur la législation en vigueur relative au numérique et à la suite d'instructions claires du président de la République, enjoint les parquets à engager des poursuites contre toute infraction commise en ligne, diffamation, propagation de fausses informations, incitation à la haine. Désormais, les infractions numériques devront être sanctionnées avec la même rigueur que celles commises hors ligne. Le ministre appelle également les magistrats à activer si nécessaire les mécanismes de coopération judiciaire internationale, notamment lorsque les auteurs se trouvent à l'étranger. C'est un communiqué qui fait objet d'une mise en œuvre de poursuites judiciaires relatives aux infractions numériques en tenant compte du respect des principes de l'égalité, des proportionnalités et des droits fondamentaux. Cette mesure vise essentiellement les utilisateurs des réseaux sociaux et de plateformes numériques telles que TikTok, Facebook, X, WhatsApp, qu'ils se trouvent sur les territoires nationaux ou à l'étranger, qui se livrent à la diffamation, la propagation de fausses informations, le harcèlement, les menaces, les injures, l'incitation à la haine, ainsi que toute atteinte à la vie privée ou à la dignité de la personne. Dans cette correspondance, Guillaume Gueffa, ministre de la Justice, rappelle que la liberté d'expression consacrée par la Constitution de la République démocratique du Congo protège la critique, les débats publics et l'expression d'opinion, y compris lorsqu'elles sont vives ou controversées. Cette liberté ne saurait toutefois couvrir des actes constitutifs d'infraction ni servir de fondement à des abus portant atteinte aux droits d'autrui, à l'ordre public ou à la dignité humaine. Les procureurs généraux près les cours d'appel, les procureurs de la République ainsi que les auditeurs supérieurs des juridictions militaires sont appelés à veiller à la mise en œuvre effective des poursuites relatives aux infractions commises dans les cyberespaces, dans les stricts respects des garanties judiciaires et des obligations internationales de la République en matière des droits de l'homme et de s'assurer que toute action engagée repose sur une base légale claire, soit dûment motivée, en droit et strictement proportionnée aux faits reprochés. Actualité politique à présent. Modeste Bahati Lukwebo a mobilisé les médias ce mercredi pour rompre le silence après plusieurs accusations mensongères, affirme-t-il. D'abord, il demande catégoriquement de faire partie des actionnaires ayant prétendument racheté la Bralima Bukavu au siège de son regroupement politique. La FDCA, une des plus importantes forces politiques du pays, l'élu du Sud Kivu a naturellement abordé quelques sujets d'actualité, notamment la gestion de la guerre dans l'est du pays.
C'est une conférence de presse qui a duré près d'une heure. Dans une communication très attendue, le président national de la FDCA et deuxième vice-président du Sénat, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, a dénoncé une cabale montée par les officines en complicité avec la société Bralima et le cabinet d'avocats Lié-Dekerk concernant l'acquisition de la succursale de Bralima Bukavu auprès de la société hollandaise Heineken. Je dénonce un rapport erroné du directeur général de la Bralima Kinshasa, M. Étienne Saada, adressé au directeur du cabinet du président de la République, faisant état de la qualité d'actionnaire dans une société ayant racheté la succursale de la Bralima Bukavu. Cette information est fausse et infondée et j'ai décidé de saisir la justice pour rétablir mon honneur et ma réputation. Comment peut-on imaginer que moi, qui suis victime des affres de l'agression à l'est de notre pays, où j'ai perdu plusieurs personnes proches, et dont tout mon patrimoine est systématiquement ravi, occupé de force par l'AFC M23, soutenu par le Rwanda, y compris ma propre résidence, mes hôtels, mes véhicules, mes immeubles et usines, que je puisse composer avec mes boulots. Face à la presse nationale et internationale, Modeste Bahati Lukwebo a alerté sur une campagne de diabolisation contre sa personne. Le paradoxe est que, au moment où nous sommes gravement affectés par cette guerre, des malins, des jaloux, des faux enseignants, des flatteurs et des courtisans s'emploient à me diaboliser à Kinshasa, à me prêter des intentions que je n'ai pas et à m'opposer au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui bénéficie de ma loyauté et de mon apport politique et stratégique. Actualité oblige, le deuxième vice-président du Sénat a salué par ailleurs le pas significatif vers la paix après les sanctions américaines contre l'armée rwandaise. Il conditionne toutefois tout dialogue en RDC au retrait préalable des troupes rwandaises du territoire congolais. Et parmi les figures de la presse présentes à ce rendez-vous, le président des journalistes de Kinshasa et patron de l'espace 50, Jean-Marie Kassamba, a posé une question sur l'éventualité d'un dialogue politique et les conditions d'une participation de la FDC. Modeste Bahati a également répondu aux questions relatives à la révision constitutionnelle. La question concerne l'union sacrée. Vous avez été l'un de membre du présidium. Et après, il y a eu une multiplicité, pour ne pas dire élargissement de ce présidium. En observant le fonctionnement de l'union sacrée, on sent qu'il y a beaucoup de perturbations. Pour ne pas dire des jalousies, des crocs en jambes. Éclairer un peu notre lanterne. Où en êtes-vous exactement avec cette union sacrée? Si dialogue il y aura, comment vous allez y participer? Vous êtes un grand observateur, vous êtes un acteur majeur dans la communication. Vous n'avez qu'à faire vous-même la comparaison entre l'union sacrée à 6 et l'union sacrée à 40. Je crois que les actions de l'union sacrée à 6 étaient palpables. Et le premier résultat, c'était de faire élire le président de la République, d'apporter la majorité. Parce que c'est que les gens oublient, quand nous parlons de l'union sacrée à 6, quand vous faites la sommation des élus de ces 6 formations politiques, mais vous êtes à 83% des forces politiques de la République démocratique du Congo.
Donc ce n'est pas le nombre qui doit vous effrayer, on peut être à 40, on peut être à 100, mais ce qui est important, c'est que le noyau de base, qui est constitué de 6, est toujours là. Et nous-mêmes, nous observons ce qui se passe, c'est vrai. Nous ne pouvons pas amener notre linge ici en public. Nous sommes en train de travailler pour qu'on mette de l'ordre et qu'on revienne vraiment au rythme d'antan et même mieux que le rythme d'antan. Et nous sommes en train de travailler. Alors vous demandez à cette allure comment nous pourrions participer au dialogue. Nous saurons toujours nous organiser au moment opportun, lorsque la question sera sur la table. Ceux qui ont des préoccupations qui concernent la Constitution, qu'ils viennent, qu'on se mette autour d'une table et qu'on en parle. Il ne suffit pas de bénéficier de la caméra ou d'un micro d'un journaliste et puis vous commencez à dire voilà, la Constitution ne peut pas dépasser 17 ans. Mais ça, c'est tiré de quelle théorie scientifique? Quelqu'un d'autre disait ici que même des gens âgés de 60 ans, de 50 ans, font preuve d'immaturité dans leur gestion. Alors, si ceux qui ont 50 et 60 ans ne sont pas matures, vous voulez qu'une constitution de 17 ans soit vieille? Pendant ce temps, son collègue membre du bureau du Sénat, questeur adjoint Pascal Bitika Omana, au cadre du parti politique FIDEC, cher Afifi Masuka Saini, a obtenu sa carte de membre accompagnée de son cabinet politique. Il s'agit d'une campagne lancée depuis un temps à travers le pays pour redynamiser ce grand parti politique. Organisé en présence de la secrétaire générale adjointe chargée de l'implantation, Yvette Angoussi, cette séance a connu une forte mobilisation des militants et cadres du parti. Tour à tour, les membres du cabinet politique ont participé à l'opération de capture et d'enregistrement, marquant leur engagement à renforcer leur appartenance politique au sein du parti FIDEC. Cette initiative s'inscrit dans la vision politique prônée par l'autorité morale du parti, la gouverneure du Lualaba Afifi Masuka Saini, visant à consolider la cohésion interne, revitaliser les structures de base et renforcer l'ancrage du parti à travers le pays. Prenant la parole à cette occasion, le questeur adjoint du Sénat, le sénateur Pascal Bitika Omana, fils aîné politique de la gouverneure Afifi Masuka Saini, a réaffirmé son attachement aux idéaux du FIDEC ainsi que sa détermination à œuvrer pour le rayonnement et la valorisation du parti sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, moi et mon équipe qui m'accompagne au sein du Sénat, c'est-à-dire mon cabinet politique, nous sommes là pour réitérer notre loyauté et notre engagement et surtout palper du doigt les emblèmes du parti. Selon les organisateurs, cette campagne d'obtention et de réactivation des cartes constitue une étape stratégique dans le processus de redynamisation du Front des indépendants pour la démocratie chrétienne en prélude des grandes échéances politiques à venir. Notons que cette opération se poursuit dans différentes fédérations du parti afin de permettre aux anciens et nouveaux adhérents de régulariser leur situation administrative et de participer activement aux activités politiques du FIDEC, parti cher à son autorité morale, la gouverneure du Lualaba Afifi Masuka Saini. Parlons enseignement supérieur dans ce journal. La faculté d'économie et développement de l'Université catholique du Congo organise un colloque international consacré aux politiques de stabilisation, à la croissance inclusive et au développement durable en Afrique. Pendant 3 jours, professeurs et experts internationaux réfléchiront aux mécanismes susceptibles de renforcer la stabilité économique et l'inclusion sur le continent. Les professeurs internationaux venus de tous les horizons, notamment de la France, de la Centrafrique, de l'Éthiopie et des autres universités partenaires de la RDC, ont pris rendez-vous à l'Université catholique du Congo pour ces colloques internationaux de la Faculté d'économie et développement. Objectif, réfléchir sur la politique de stabilisation, la croissance inclusive et le développement durable en Afrique. Dans cet amphithéâtre bondé du monde scientifique et des chercheurs, le vice-premier ministre Daniel Mukoko Samba a
exposé une vision claire, articulée sur la stabilité macroéconomique et transformation structurelle pour une croissance inclusive et durable. Son intervention s'est structurée autour des fondements et les limites de la stabilisation macroéconomique, le cadre analytique de la transformation structurelle, mais aussi les liens essentiels entre stabilité économique et inclusion. Au nom du cardinal Fridolin Ambongo, parrain de ces colloques de la faculté d'économie, le professeur Léonard Santedi, recteur de l'UCC, a circonscrit ce forum en saluant les prouesses de la faculté de l'économie de cette université. Tout en souhaitant une belle fête scientifique à toutes et à tous, je confie nos travaux à la maternelle intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame de Lumière et Notre-Dame de la Sagesse, afin que ces travaux produisent de bons fruits pour le développement durable de notre chère Afrique. À son tour, la sœur Claudine Doumbi, doyenne de la faculté d'économie et développement de l'Université catholique du Congo, docteur en sciences économiques de l'Université de Lille 1 en France, dame de fer qui lie la rigueur scientifique à l'excellence pédagogique, a présenté les objectifs poursuivis par la faculté à travers ce forum. Le professeur Joseph Moto Kosarade, coordonnateur du colloque, docteur en économie et développement, expert en finances publiques, monétaires et gestion des ressources naturelles du Maroc ainsi qu'en gouvernance publique à Rome, a présenté les objectifs majeurs du colloque. Pendant 3 jours, les travaux se poursuivront en panel sur la fiscalité, la croissance inclusive, le financement du développement, les inclusions économiques et la clôture interviendra ce vendredi. Sur le plan citoyen et diplomatique à présent, à la suite des sanctions adoptées par le Trésor américain contre l'armée rwandaise et certains officiers des RDF, la coordination du conclave du Grand Kivu a annoncé ce mercredi la tenue officielle de son initiative citoyenne prévue du 9 au 11 mars prochain. Placée sous le thème « Unité, paix et développement durable pour le Grand Kivu », cette rencontre ambitionne de mobiliser les forces vives autour de la promotion de la paix et de l'appropriation des processus de stabilisation dans l'Est du pays, notamment au Grand Kivu et au Maniema. La coordination du conclave du Grand Kivu a organisé un point de presse ce mercredi 4 mars 2026 afin d'annoncer officiellement la tenue du 9 au 11 mars prochain de cette initiative citoyenne dédiée à la paix en République démocratique du Congo, sous les thèmes Unité, paix et développement durable pour le Grand Kivu. Cette initiative se veut un cadre d'échange, des réflexions et des mobilisations citoyennes pour la promotion de la paix et l'appropriation populaire des processus de paix dans la partie est du pays, particulièrement dans l'espace du Grand Kivu et Maniema. Selon les organisateurs, le conclave ambitionne de rassembler différentes forces vives, acteurs politiques, membres de la société civile, leaders communautaires et religieux, autour d'un dialogue constructif en faveur de la stabilité et de la cohésion nationale. Le point de presse animé sous la coordination du professeur Abbé Bahala Jean Bosco, modérateur général et président de la commission stratégique du conclave du Grand Kivu. Ce conclave se veut donc un cadre stratégique d'échange, de concertation et de formulation de recommandations concrètes pour renforcer la stabilité, la cohésion sociale et le développement socio-économique dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Maniema. Qu'est-ce que nous attendons également de ce conclave ? Nous attendons de ces accords la paix définitive. À travers cette rencontre avec les médias, les initiateurs entendent sensibiliser l'opinion publique et susciter une large adhésion autour de cette démarche citoyenne et de l'appropriation des accords de Washington, considérés comme un levier important dans la dynamique de stabilisation et consolidation de la paix. Présentés comme une contribution aux efforts de pacification et de consolidation de l'unité nationale. Dans le chapitre des infrastructures, en marge de la visite de supervision du ministre des Infrastructures John Banza dans la province du Kasaï, le directeur général du FONER, Pierre Bundoki Ndongala, a mis à profit son séjour à Chikapa pour évaluer l'état d'avancement des travaux financés par son établissement. Parmi les chantiers inspectés, les ouvrages de lutte anti-érosive ainsi que les près de 16 km linéaires réalisés dans le cadre du projet Chile-Gelou, initié par le chef de l'État.
ont été visités par les membres de la délégation, manifestement impressionnés par l'impact des différents financements effectués par le FONER sur le leadership de Pierre Bondo Kindongala pour sauver l'habitat de la ville de Chikapa. Il en était de même pour tous les projets financés par le FONER dans les cadres du programme Chilengelou initié par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Ici sur le Dalo, au lieu dit Bondo, situé à 110 km du chef-lieu du Kasaï sur la route nationale numéro 1, menacé par un gigantesque érosion. Ce mastodonte, érigé par l'Office de route, a été également financé par le FONER, permettant ainsi à ce jour d'éviter la catastrophe. Ici, sur ce célèbre pont Louangué, la délégation est immobilisée pour passer au crible. Cet autre pourrait se réaliser grâce au financement du FONER, en dépit de son palmarès dans la contrée. Le FONER est également présent dans plusieurs autres fronts. Ça, ce sont, comme nous les appelons, des travaux urgents, des travaux qui ne sont pas peut-être inscrits dans les programmes d'entretien routier qui sont en cours de financement au cours de l'année. Les programmes d'entretien routier que nous élaborons avec les agences routières, là nous sommes vraiment à une étape d'adoption au niveau de notre conseil d'administration pour nous permettre de commencer à financer les projets qui ont été identifiés par les agences routières et qui seront financés par les FONER pendant l'année 2026. Cap sur la jeunesse et l'innovation dans la province du Lualaba, des élèves du complexe scolaire Light ont fait preuve de créativité en concevant un feu de signalisation routière dans le cadre d'un projet éducatif pratique réalisé à partir des matériaux simples et accessibles. Ce feu tricolore illustre la capacité d'innovation des apprenants tout en leur permettant de comprendre concrètement le fonctionnement des dispositifs de régulation du trafic routier. Ce mardi 4 mars 2026 à Kolwezi, dans la province du Lualaba, des élèves du complexe scolaire Light prouvent que l'innovation n'a pas d'âge. Grâce à leur créativité et à un enseignement axé sur la pratique, ils ont conçu un lave-mains automatique et un feu de signalisation routier, des inventions qui allient hygiène et sécurité. À Kolwezi, l'ingéniosité des jeunes ne cesse de surprendre. Dans la cour de l'établissement, l'ambiance est à la démonstration. Devant la presse, les élèves expliquent avec assurance le fonctionnement de leurs œuvres. Nous sommes devant vous avec un projet concret que nous avons dénommé électro-photo-thermophane. C'est un mot complexe, mais une solution concrète que nous avons apportée aux maladies liées aux mains sales ainsi que pour le choléra qui a menacé le pays autrefois. Les lave-mains automatiques conçus pour promouvoir l'hygiène en milieu scolaire fonctionnent grâce à un système de capteurs qui libère l'eau sans contact direct. À quelques mètres de là, un feu de signalisation tricolore attire l'attention. Alimenté par un petit dispositif électrique, il reproduit fidèlement l'alternance des couleurs rouge, orange et verte, contribuant ainsi à sensibiliser sur la sécurité routière. Pour les responsables de l'école, ces réalisations sont le fruit d'un enseignement axé sur la pratique et la créativité. Aujourd'hui, la femme est aussi considérée, et surtout que notre province est dirigée par une dame. C'est pourquoi vous voyez cette fille qui représente à chaque fois les autres élèves au complexe scolaire Light. Elle est parmi les meilleures, et aussi pour arriver à satisfaire à la vision de madame. Ces initiatives démontrent que le complexe scolaire Light regorge des talents, des enseignants qualifiés et une formation à la hauteur des enjeux actuels. Toujours en province du Lualaba, à Fungurumé, après une cérémonie de civilité organisée au bureau communal sous la direction du bourgmestre ad intérim Aline Makano, les directeurs provinciaux Georges Tchata Mbov de la DRNL au flou et Francis Kalassa Manika de la DIL ont procédé au lancement officiel de la campagne de recouvrement forcé. L'opération inaugurée à la première barrière érigée sur la nationale 39 aux environs de Trabico a été ponctuée d'allocations et d'orientations stratégiques adressées aux agents mobilisés.
Après une série de civilités au bureau communal de Fungurume dirigé par le bourgmestre ad interim l'honorable Aline Makano Chulombo, les 2 directeurs provinciaux dont Georges Tchatambov de la Dernoflou et son collègue Francis Kalasamanika d'Edil ont procédé au lancement officiel sur terrain de la campagne de recouvrement forcé en présence de l'administrateur du territoire de Luboudi. Cette opération qui vise à mobiliser les recettes au Lualaba, province chère à la gouverneure Fifi Masuka Saini, a débuté par les allocutions et les orientations stratégiques aux agents commis à cette tâche. Les délégations ont ensuite pris la direction de la première barrière, érigée sur la nationale 39 aux environs de Trabeko, à l'entrée de la commune de Fungurume. Un contrôle exemplaire a été mené pour donner les go de ces recouvrements forcés. C'est la première année, je ferai de voir l'année prochaine. Les agents ont été invités à appliquer les procédures avec rigueur et professionnalisme dans les buts de collecter les recettes nécessaires au développement de la province. Le bourgmestre Aline Makano a salué l'initiative et a encouragé les agents à travailler avec détermination pour atteindre les objectifs fixés. Les directeurs provinciaux ont pour leur part assuré les autorités locales de leur soutien et de leur engagement à accompagner cette opération. À l'occasion du mois de mars dédié à la célébration des droits et de la valorisation des femmes, plusieurs pays africains perpétuent la tradition symbolique d'offrir des pagnes en signe de reconnaissance et d'estime. C'est dans cet esprit que le président du parti politique Union des jeunes loyaux du Congo, Jean-Paul Senda, a honoré ce mercredi les femmes de Télé 50 à travers une distribution symbolique des pagnes. Par ce geste, il a tenu à saluer le rôle essentiel que jouent ces femmes dans le paysage médiatique congolais, leur engagement professionnel ainsi que leur contribution au développement de la société. Je suis venu pour offrir le pagne aux dames travaillantes Jean-Pierre Kassamba à Télé 50. C'est juste un choix que j'ai fait à une femme, ou à une maman, ou à une dame qui travaille chez Jean-Pierre Kassamba. Pourquoi? Parce que c'est une chaîne d'abord que j'ai toujours suivie, et je dirais à la lettre. Et le moyen, les moyens sont limités. On ne peut pas faire toutes les chaînes, on peut faire les tours de toutes les chaînes du Congo. On s'est dit, nous faisons juste une échantillon de chaînes. C'est la raison majeure qui m'amène, c'est pour vous offrir aux femmes qui travaillent chez les Télé 50 avec Jean-Pierre Kassamba le pagne. Pour les corps, c'est que le mois de mars, c'est un mois pour les femmes. Une puissance. La femme est d'abord l'émanation je dirais, de la résurrection et la mort. On est tous sans ignorer que la femme est venue par une mort. La Bible le dit, un sommeil profond, Dieu a endormi Adam. Et selon l'esprit de la Bible, ce sommeil profond, c'est la mort. Vous allez le comprendre dans le livre de Jean, je crois, lorsqu'on parle de la mort de Lazare. Jésus-Christ dira, notre frère Lazare n'est pas mort, pourquoi il dort, allons le réveiller. C'est là où nous avons fini par comprendre que pour Jésus, la mort, c'est un sommeil. Alors, après que l'homme est endormi avec son enfant qui était la mort, pour que la femme, pour que vous soyez existant, que vous soyez en vie, est venue la résurrection, l'homme est revenu à nouveau à la vie. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Le gouvernement engage une offensive judiciaire contre les dérives numériques. Le ministre de la Justice, Guillaume Gueffa, instruit les procureurs de poursuivre systématiquement les auteurs de diffamation, des fausses informations et d'incitation à la haine sur la base de la loi sur les numériques déjà en vigueur. À Rubaya, au Nord Kivu, un nouvel éboulement meurtrier frappe la mine de Kasasa, faisant plus de 200 morts un mois seulement après un précédent drame ayant coûté la vie à 2 fois plus de mineurs. La mine riche en coltan est actuellement dans une zone sous contrôle de la rébellion M23. Bahati Lukwebo demande toute implication dans un supposé rachat de la Bralima Bukavu. Il s'est exprimé sur l'actualité et les enjeux de l'ordre du pays ce mercredi. L'autorité morale de la FDC, une des forces politiques importantes du pays, rejette tacitement toute forme de révision constitutionnelle. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cb.